Bonsoir Laurent Jacobelli. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, député de Moselle et porte-parole du Rassemblement national. On a beaucoup de sujets à évoquer avec vous, évidemment. D'abord, comme tous les soirs à chaque heure, c'est notre rendez-vous avec la séquence vrai ou faux, représentée par Louis Augry. Ce soir, bonsoir cher Louis. C'est une mesure qui fait grincer des dents les associations de consommateurs et qui fait même réagir au sein du gouvernement. Face à l'envolée des prix du kérosène, la compagnie aérienne low cost Volotea a décidé d'augmenter les prix des billets déjà achetés. Ce matin, le ministre des Transports français, Philippe Tabarot, était interrogé sur la légalité de cette pratique. Juridiquement, on est en train de creuser la chose très rapidement parce qu'il y a un flou là-dessus, évidemment. La compagnie dit qu'elle met maintenant, au moment de la vente du billet, un paragraphe qui dit qu'elle peut se permettre de le faire. Aujourd'hui, il faut le vérifier, mais pas au niveau national, c'est au niveau européen que ça se traite. Alors, il faut le vérifier. On va essayer d'y voir plus clair. Donc, un billet déjà acheté, dont on augmenterait le prix par la suite. Est-ce que c'est légal ? Alors, ça peut étonner. Déjà, on va rappeler un petit peu ce supplément qui est progressif, appliqué par Volotea, jusqu'à 14 € par passager et par vol si le baril de Brent dépasse 105 $. C'est le cas aujourd'hui. Et si le prix du baril baisse, la compagnie s'engage à rembourser le montant jusqu'à 14 €. Alors, est-ce que c'est légal ? On a discuté avec plusieurs experts juridiques qui confirment un peu ce que dit M. Tabarot, qu'il y a globalement un vide, un flou sur la question. Il y a bien le Code du tourisme qui autorise les changements de prix a posteriori, mais c'est dans des cas très spécifiques. Ça s'applique par exemple uniquement aux voyages à forfait. Vous savez, ces voyages qui sont dans un package avec vol plus hôtel, qui sont souvent vendus par des agences de voyage. Et ça aussi, c'est très encadré. Regardez, la hausse ne doit pas dépasser les 8% du prix initial et doit être faite au moins 20 jours avant le début du voyage. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui avec Volotea. On est hors du cadre, en l'occurrence. Et donc, est-ce que Volotea pourrait être interdit de faire ça ? Alors, on a discuté avec Emmanuelle Lopp, avocate en droit du tourisme et droit aérien, qui nous rappelle que le problème, justement, c'est bien le caractère inédit de cette question. Il pourrait avoir tout simplement une jurisprudence Volotea. Selon elle, pour que ce soit légal, il faut dans tous les cas que Volotea soit extrêmement clair avec les clients. Un petit astérix en bas de mail de confirmation, clairement, ça ne va pas suffire. Ce qu'il faudra faire, c'est que ça soit très clairement expliqué pendant la réservation des consommateurs et qu'ensuite on puisse annuler son billet sans frais, en gros refuser cette hausse des prix. Et c'est bien ce que fait aujourd'hui Volotea. Clairement, pour l'instant, ils sont plutôt dans les clous là-dessus. Et donc, sur le principe, c'est possiblement légal. Maintenant, que dit le droit européen ? Parce qu'on a entendu, le ministre des Transports avait l'air de dire que c'est plutôt à ce niveau-là, au niveau européen, que ça pourrait coincer. Exactement, et c'est aussi ce qu'ont souligné ces derniers jours certains observateurs, à qui on a parlé aussi, dont l'organisme Flightright, qui est spécialisé dans le droit des consommateurs, des voyageurs aériens. C'est qu'il y a un texte en droit européen qui pourrait être utilisé, qui dit ça: le prix définitif à payer par le client pour des services aériens au départ de la communauté devrait toujours être indiqué, toute taxe, redevance et charges comprises. Et là, vous avez bien compris, c'est le mot définitif qui est important là-dedans. Est-ce que le droit européen estimera que Volotea va à l'encontre de la loi européenne là-dessus? C'est possible. En tout cas, du côté de l'entreprise, on estime que pour l'instant, les usagers ne sont pas mécontents de ce dispositif. Selon eux, 97% des clients ont choisi de confirmer leur voyage et de poursuivre leur plan depuis qu'ils l'ont mis en place à la mi-mars. Donc ça ne semble pas les gêner. La question qui se pose, c'est maintenant que Volotea a été le premier à le faire, est-ce que les autres compagnies vont le faire? Le risque, c'est quand même d'avoir un monde où on n'a plus de prix fixe pour les billets d'avion. Pas sûr que ça plaise à tout le monde. Moi, j'allais vous dire aussi, la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils ont vraiment bien lu la petite astérisque ? C'est aussi une vraie question. Est-ce qu'on lit tout avant d'acheter ? Évidemment, on ne lit pas forcément toujours tout. Merci beaucoup, Louis Augry. Je rappelle le rendez-vous hebdomadaire avec toute l'équipe de Vrai ou Faux. C'est tous les samedis à midi. Et la rediff le dimanche soir à 20h. Laurent Jacobelli. Finalement, ça peut avoir du bon, le droit européen, quand il s'agit de protéger les consommateurs contre la hausse des prix. Oui, je crois que c'est aussi du bon sens, parce que quand on achète quelque chose à un moment donné, forcément, il est compliqué après d'avoir à remettre au pot et avoir un changement de prix. On voit bien dans les prix, dans les tarifs d'avion, que selon la période à laquelle on achète, le billet est plus ou moins cher. Ou peut-être que des gens ont acheté plus tôt pour avoir un billet moins cher et se retrouvent avec un billet plus cher. Honnêtement, ça me paraît, je ne sais pas si c'est légal, mais en tout cas, ça me paraît amoral. Alors, on va parler des conséquences économiques et pour le porte-monnaie des Français de cette crise des carburants. On va commencer par l'actualité du jour, c'est la publication de ce
ce fameux rapport sur l'audiovisuel public qui nous concerne, oui. notamment ici à France Info. Je ne vais pas reprendre toutes les propositions de Charles Alonc. Il y a 69 recommandations pour plus d'1 milliard d'euros d'économies en tout. Il propose la suppression de France 4, la fusion de France 2 et de France 5, la fusion de France Info avec France 24. Quelques réactions. Sébastien Lecornu qui parle d'une occasion manquée. Ce rapport passe à côté de l'essentiel. Selon lui, Delphine Ernotte, notre présidente, tout ça pour en arriver là, un texte qui prétend renforcer l'audiovisuel public en proposant son affaiblissement historique. Et puis le président de cette commission, qu'on a vu s'opposer régulièrement à Charles Alonc, qui, lui, accuse Charles Alonc, donc le rapporteur UDR, Ciotiste, vos alliés, d'avoir voulu, avec ce rapport, préparer les esprits à votre projet au Rassemblement national, celui de privatiser France Télévisions et Radio France. Vous allez nous répondre dans un instant. D'abord, on écoute Jérôme Patrier-Létus, donc président Horizon de la commission d'enquête. Je regrette enfin, et j'en termine là, que cette commission d'enquête ait été au service d'un projet politique, l'affaiblissement de l'audiovisuel public en vue de sa privatisation. Alors je le sais bien, le rapporteur nous indique, et je ne remets pas en cause ses déclarations, que lui ne souhaite pas la privatisation, voire même qu'il veut sauver l'audiovisuel public. Sauf qu'une commission d'enquête, ce n'est pas une commission et un outil personnel. Une commission d'enquête à l'Assemblée nationale, elle est créée par un groupe politique qui a des objectifs politiques. Et le rapporteur doit les assumer. Vous étiez mis d'accord avec Charles Alonc. Toi, tu décrédibilises l'audiovisuel public avec cette commission. Et puis nous, après, on pourra privatiser France Télé. C'est ce qu'il dit en creux, le président de la commission. C'est ce dont il vous accuse. Oui, ne sombrons pas dans le complotisme. Je crois que tous les groupes politiques étaient représentés dans cette commission. Tous les groupes politiques ont une vision de ce que doit être ou ne pas être le service public. Charles Alonc a un projet différent du nôtre, Rassemblement national. Et c'est pas très grave, on demeure alliés. Lui, je crois qu'il ne souhaite pas la privatisation. Il souhaite la fusion, par exemple, d'un certain nombre de chaînes. Mais je vois bien ce que fait M. Patrier-Létus. D'abord, il a essayé de mettre des freins au bon déroulement de cette enquête, en refusant certaines invitations, en mettant 2 semaines de pause là où il ne fallait pas. Il a également mis des freins à une certaine dérive parfois sur la nature des questions posées. Mais ça, et vous savez, il n'y a aucune dérive en commission. On a le droit de poser toutes les questions qu'on veut. Il y a eu aussi des dérives dans les réponses, une forme de morgue de certains intervenants, des parjures aussi de certains. Donc tout cela doit être effectivement affiché. Je crois que M. Patrier-Létus, allez, on se parle entre nous, il a beaucoup souffert de la prise de lumière de Charles Alonc et qu'aujourd'hui, dans cette conférence de presse, il s'est un peu lâché pour qu'on parle de lui. Ça marche, on vient de le faire. Alors, est-ce que vous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas les mêmes solutions que celle de M. Alonc, qui est ciotiste donc. Vous êtes pour la privatisation. Or, lors de l'audition de TF1 et d'un certain nombre de groupes privés, ils ont dit qu'ils ne le souhaitaient pas, considérant que le marché publicitaire, considérant que le marché n'était pas en mesure d'absorber une privatisation de France Télévisions. Alors, premièrement, quelles sont les garanties que vous pouvez donner que cette privatisation ne débouchera pas sur des dérives? On ne met plus la messe le dimanche. Je ne suis pas obsédé par la messe, hein. Mais ça peut aller de la messe à la création française. Vous avez le droit de regarder la messe. Tout à fait. La création française, un certain nombre de captations de pièces de théâtre, de choses de création française. Et deuxièmement, où trouvez-vous l'argent? Et ça veut dire que vous supprimez tout simplement la notion de service public. Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question. Je vais essayer d'être rapide et clair. Est-ce que c'est une privatisation sous condition? Ou est-ce que même si TF1 n'en veut pas, vous risquez d'assécher le marché? Est-ce qu'aujourd'hui, l'état du service public audiovisuel est satisfaisant? La réponse, elle est dans ce rapport, clairement non. On va être franc, c'est trop cher, c'est trop partial, et ça se détourne parfois des missions de service public. Donc une autre solution est possible. Nous pensons que c'est la privatisation avec... Qui sera un gage d'impartialité. Avec des... ça peut comme pas dans être l'édition. moins. Je vais vous dire un truc, ça peut pas être moins qu'aujourd'hui, et au moins ce ne sera pas avec l'impôt des Français. Mais il y aura dedans des conditions de respect de mission de service public. Je ne peux quand même pas vous laisser dire ça. On n'a jamais été condamné ici à France Télévisions pour manquement à nos obligations de neutralité. Et je vous répondrai. Je termine et je vous répondrai. Très clairement, vous parliez de la messe, je ne sais pas si ça fera partie du package, mais vous savez que l'ARCOM, au moment où on signe une convention, peut très bien, dans cette convention,
imposer la diffusion de la messe le dimanche, de tous les cultes religieux. D'ailleurs, ce serait probablement mieux. C'est ce qu'on fait. Hein, bien sûr, mais si un opérateur privé rachète France 2, prenons cet exemple, eh bien, il devra s'engager à ça. Il devra s'engager à diffuser un certain nombre d'œuvres de théâtre, musicales, dans des horaires de grande écoute. Donc, il y aura une contrepartie à la vente des chaînes et des radios de service public avec le maintien d'une mission de service public. Et d'ailleurs, quand on pense que le privé ne peut pas tenir cette mission de service public, alors on ne privatisera pas. C'est le cas pour TV5 Monde, c'est le cas pour France 24, qui sont des télévisions et des radios à l'étranger, qui diffusent la francophonie et l'esprit de la culture française partout dans le monde. Clairement, aucun opérateur privé n'en voudra. C'est le cas des chaînes ultramarines. Donc vous voyez, c'est un projet probablement un peu plus fin et un peu plus ciselé que ce qu'on présente. En quoi la privatisation est un gage d'impartialité ? Puisque vous dénoncez une partialité. Quand on regarde par exemple l'évolution du JDD, du magazine du JDD, où on voit une semaine Philippe de Villiers, une autre semaine Jordan Bardella, on se dit que c'est privé, mais que c'est pas pour autant que c'est impartial, loin de là. Mais une fois encore, c'est pas une attaque, c'est juste dire vous ciblez sur l'impartialité. Il y a un cadre qui est fixé par l'Arcom, qu'on peut peut-être d'ailleurs mieux définir et voir si c'est l'Arcom le mieux disant pour le faire respecter. Mais peu importe, c'est le cadre aujourd'hui. Soit vous le respectez, et je crois que toutes les chaînes que vous avez évoquées le respectent, ou alors elles ont des amendes. Mais la différence, c'est quand on est payé par l'impôt, par l'argent public, on doit être au-dessus de tout travers idéologique. Je ne conteste pas la nécessité de la partialité. Je conteste que la privatisation en soit un gage. Bien sûr, mais au moins vous savez ce que vous regardez. Voilà, c'est tout. C'est la différence. Donc. Le service public, c'est vos impôts. Moi, je vais vous dire, j'en ai marre d'être insulté en permanence sur France 5. Voilà, je vous le dis, en tant qu'individu. Mais oui, c'est le service public, et j'attaque pas France Info en direct. Mais honnêtement, France 5, prenons un exemple. Alors là, vous allez d'abord nous mettre en difficulté, parce qu'on a une chance sur deux quand même de ne pas avoir vu l'émission en question. Donc de répondre à ça va être général. Ou alors d'être des lâches en disant on n'a pas vu. Personne ne se met en difficulté, vous ne me mettez pas en difficulté, je ne vous mets pas en difficulté. France 5 délègue la quasi-totalité de ses émissions politiques, et il y en a beaucoup, c'est politique, c'est ce soir, etc., à un groupe de production privé. Donc il y a déjà délégation privée qui fait les émissions et qui est détenue. Je vais terminer une phrase, je vous en supplie. C'est un sujet important et qui me tient à cœur. Cette société de production est partiellement détenue par quelqu'un qui s'appelle Mathieu Pigasse et qui a le droit de s'appeler comme ça, qui a des positions politiques très tranchées, notamment à l'encontre de ma famille politique, et qui produit donc le contenu éditorial public alors que lui-même a un biais idéologique. Vous comprenez bien que ça pose quand même une question, et que ça pose une question à la fois d'éthique et une question financière. Je peux vous dire c'est diffusé sur une antenne publique, du service public, qu'il y a des tonnes de choses qui sont faites par des boîtes privées, notamment dans le divertissement, dans les jeux, et qu'il y a un contrôle de la direction sur les choses. Je ne pense pas que Caroline Roux, je n'ai pas l'impression que Caroline Roux dans C'est dans l'air, ou que Anne-Elisabeth Lemoine ou Patrick dans C'est ce soir, soient des gens qui reçoivent leurs ordres de Mathieu Pigasse. Mais peu importe, je vais vous... En tout cas, il est le patron, c'est lui qui paye et c'est lui qui produit. Donc vous voyez, aujourd'hui, nous on propose que le service, aujourd'hui public, demain privé, est une délégation de service public. Aujourd'hui, on a un service public qui délègue au privé. Donc vous voyez, honnêtement, on n'est pas mieux aujourd'hui, et très clairement, les téléspectateurs auront bien vu qu'il y avait dans la plupart de ces médias un biais idéologique. Si vous arrivez au pouvoir, et je ne vous parle pas de France Inter. Si vous arrivez au pouvoir, ça vient vite, ça. Ça fait partie des choses où... C'est pas honnêtement. Aujourd'hui, les premières questions qui vont se poser pour les Français, c'est la santé, le pouvoir d'achat et la sécurité. Alors, on va parler de pouvoir d'achat, on va parler de la crise des carburants. Vous avez peut-être entendu Sébastien Lecornu cet après-midi à l'Assemblée dire cette crise, elle va durer. La géopolitique, elle est là. Dans les voitures des Français, dans les réservoirs, je crois, des Français. Le PDG de Total a répondu dans une interview à Sud-Ouest qui a été publiée ce soir au gouvernement, qui lui demandait de faire un effort supplémentaire sur le plafonnement en disant on est déjà en gros au maximum de ce qu'on peut faire. Il n'y aura pas de pénurie. Par contre, il va falloir s'habituer à des prix élevés et les Français sont déjà chanceux, alors il ne le dit pas comme ça, de pouvoir bénéficier d'un plafonnement des prix. Votre réaction sur ça ? Quand le litre d'essence est à 2,20 €, il y a 1,20 € qui va à l'État, et il y a 1 € qui est l'essence, le raffinage, le transport du produit brut puis raffiné, etc. Donc,
il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Malheureusement, aujourd'hui, la diplomatie française est devenue un fantôme sur la scène internationale. La voix du président de la République ne porte plus. Donc, sur les grands conflits... Vous voulez dire qu'en Iran, pour avoir un rôle... qu'on pourrait peser sur la crise. En tout cas, la France gaulliste avait à l'époque, celle du général de Gaulle, une voix à l'international, une forme d'équidistance avec les différentes puissances qui faisait qu'elle était un point d'entrée de la négociation. C'est plus le cas aujourd'hui. Je le regrette, mais c'est un fait. Alors notre donc équidistance, sur les 1 juste euro, que je comprenne, je vous coupe plus la parole, c'est promis. Mais vous avez l'équidistance entre quoi et quoi là dans le conflit dont on parle? Mais par exemple, être un interlocuteur de tout le monde, même de gens qu'on n'apprécie pas, pour essayer de trouver. Le président Macron a parlé au président iranien. Oui, c'est bien, mais c'est quoi quels sont les impacts? Quel est le rôle du président Macron? Il n'est pas responsable de cette crise dans le détroit d'Ormuz. J'ai pas dit ça, mais j'ai dit qu'aujourd'hui, la voix de la France compte peu. D'abord parce que Emmanuel Macron a donné les clés à la Commission européenne, et puis parce que d'autres voix qui crient plus fort sont plus entendues ou agissent. Vous ne voyez quand même pas dos à dos les États-Unis, Israël et l'Iran de l'autre côté, si? C'est-à-dire? Quand vous dites qu'avant, dans le temps, on avait une équidistance, ça veut dire que dans les conflits, on se gardait à équidistant de chacun des protagonistes. Non, ça veut dire aussi qu'on avait la capacité de parler à tout le monde. Clairement, aujourd'hui, je ne vais pas dire que je soutiens le régime Hezbollah, clairement pas. Israël a bien raison de se protéger du Hezbollah, et clairement, je condamne, et je pense que tout le monde, à part la France insoumise, le fait, le régime aujourd'hui iranien. Mais pour en revenir à ce qu'on disait au début, il y a donc 1 euro sur les 1,20 € où la France ne peut plus rien faire. C'est lié à la diplomatie, c'est lié à la géopolitique, c'est lié aux guerres. Pour le coup, Sébastien Lecornu n'a pas tort sur cet aspect-là. Mais les 1,20 € qui sont des taxes, qui rapportent, selon les années, entre 30 et 50 milliards par an des différentes taxes sur l'essence, que ce soit la TVA ou l'accise, l'ancienne TICPE. Donc vous continuez de réclamer une baisse des taxes. Comme le font tous les pays européens. On a cru percevoir, Laurent Jacobelli, je suis sûr qu'on a mal compris, un distinguo entre Jordan Bardella et Marine Le Pen sur la question de la taxe sur les super profits. Marine Le Pen a jugé normal de taxer les super profits de Total Énergie, qui a vu son bénéfice net bondir de 51% au premier trimestre. Et au même moment, Jordan Bardella lui a jugé que cette imposition n'était pas la priorité. Alors, quelle est la ligne ? Les deux, mon commandant. Mais je vais vous expliquer. C'est le en même temps du Rassemblement national ? Non. Et on parle bien à la fois de mesures à prendre et de priorités. Il y a les deux. Priorité, c'est clair, on baisse la TVA de 20% à 5,5%. Première décision. Précision, vous avez cité tous les autres pays européens qui l'ont fait. On peut préciser quand même qu'ils ont des finances publiques plus saines que les nôtres. C'est vrai. Vous vous dites, finalement, nous, le déficit, on s'en débrouille. Pas du tout. J'y viens. Première mesure, la TVA. Deuxième mesure, si une entreprise de distribution ou de production de pétrole, ou d'extraction de pétrole, on cite Total, on peut en citer d'autres quand même. Il ne faut pas non plus montrer du doigt une seule entreprise qui, quand même, au global, fait plutôt l'honneur de la France dans le monde et rapporte beaucoup d'argent à la France. Mais si jamais, à cause de cette crise mondiale et de l'évolution du prix du pétrole, ils ont gagné plus d'argent qu'ils n'en auraient gagné dans une situation normale, il n'est pas complètement anormal d'aller voir si une petite partie de ce surprofit lié à des événements internationaux ne peut pas être rendu aux Français qui, eux, payent plein pot à la fois le litre et à la fois les taxes. Vous êtes plutôt sur la ligne Marine Le Pen. Je suis sur la ligne des deux. Je suis sur la ligne des deux. Voilà, je vous dis, la priorité, c'est la TVA, mais l'autre solution mérite d'être regardée. Moi, j'ai pas... honnêtement, je ne sais pas dans ces 51% ce qui est dû à cette part internationale, ce qui est dû... Voilà, donc faisons attention et pas de jugement à l'emporte-pièce. C'est pas honte d'avoir une entreprise, c'est pas une honte d'avoir une entreprise qui réussit, mais il faut voir les deux. Deuxièmement, oui, vous avez raison, 3 600 milliards de dettes, on est exsangue. Oui, il nous faut des rentrées fiscales, mais pas tout et pas n'importe quoi. Si on continue avec ce taux de TVA sur l'essence, eh bien, beaucoup de Français feront un choix. Le choix entre le plein du frigo ou le plein de la voiture. Et donc, ils choisiront évidemment le plein du frigo au bout d'un moment, même s'il y a des dépenses contraintes comme celle de l'essence. Et donc, il y aura une baisse de la consommation et donc une baisse des recettes de la TVA. Le problème, c'est qu'on a un gouvernement à courte vue. Et donc, demain, des petits entrepreneurs, des artisans, des infirmiers, des salariés, eh bien, il y aura un impact sur le travail, un impact sur la consommation et donc sur la production et sur l'ensemble de la croissance, ce qu'il en reste, française. Donc, à vouloir préserver cette manne fiscale, là, à 2 semaines, à 3 semaines... pour partir en vacances, le gouvernement, c'est quelque chose qui revient dans notre budget, dans le budget de tout le monde, ce que je vous permet de redépenser après. Ce que vous gagnez demain et après-demain, vous perdrez 10 fois plus en pouvoir d'achat l'année qui suit en termes de production, d'emploi. Parce que quand les Français n'auront plus d'argent et qu'ils achèteront sur des plateformes chinoises, ce sont des emplois en France qui seront éteints. Ces emplois, ça créera des chômeurs qu'il faudra évidemment indemniser les pauvres avec les caisses sociales,
sociales qui ne seront plus alimentées. On a plein de questions. Vous considérez juste que sur la TVA ou la baisse de la TVA, vous êtes capable de trouver un substitut qui puisse éviter de regrever le budget de l'État et qui ne soient pas des trucs hypothétiques, genre fraude sociale, fraude fiscale, hypothétique, dont on dit qu'il y a beaucoup d'argent à récupérer, mais dont on ne sait jamais combien on va être capable d'en avoir. 12 milliards. Donc pour vous, 12 milliards, c'est 12 milliards, et je vais vous expliquer l'effet d'entraînement positif que cela pouvait avoir sur l'économie. Rapidement. Coût de l'immigration, 40 milliards. Les agences qui ne servent à rien, on parlait de l'Arcom tout à l'heure. On peut peut-être aller trouver un peu d'argent là-bas. Abondement au budget de l'Union européenne, plus 6 milliards cette année. Ils nous font perdre des choses en échange. Oui, quand on donne 100, on récupère 80. Oui. Quand on donne 100, on perd 80. Si demain vous me donnez un billet de 100 et que je vous rends 80 €, je vous ai pas fait une faveur, je vous ai volé. Donc, vous voyez, il y a des mesures à aller prendre, mais ça veut dire évidemment changer l'ordre des priorités. C'est clair. Ça veut dire changer la vision budgétaire et ça veut dire couper drastiquement dans les dépenses toxiques de l'État. Ça, c'est sûr. Mais c'est le prix du pouvoir d'achat, donc de la consommation, donc de la production, donc de l'emploi. Vous avez regretté que la France aujourd'hui ne pèse plus, selon vos mots, dans le rapport mondial, dans le rapport de force mondiale. En quoi demain, un président comme Jordan Bardella, totalement inexpérimenté sur la scène internationale, qui est extrêmement jeune, pourrait faire que la France peserait davantage? Est-ce que vous ne craignez pas que cette inexpérience, cette jeunesse, se révèle un point faible dans cette campagne? Que je sache, mais peut-être... Est-ce que je me trompe? Je crois que le président Emmanuel Macron, lorsqu'il est arrivé aux commandes, avait une expérience internationale pas existante, pas brillante. Moi, je crois que le procès que vous en entendez, je ne dis pas que vous le faites, mais à Jordan Bardella est injuste. Il s'agit d'une volonté politique. Il s'agit d'une... C'est normal. Il s'agit d'une volonté politique. Nous, très clairement, notre vision de la diplomatie, c'est quoi? D'abord, il faut parler même aux gens qu'on n'aime pas. Parce que malheureusement, sur cette terre, il y a moins de démocratie que de dictature. On peut tous le regretter, et je le regrette, mais il faut parler à tout le monde. Deuxièmement, nous ne donnerons pas les clés de la diplomatie à l'Union européenne. Nous ne pensons pas qu'en matière de défense et de diplomatie, on puisse déléguer cette souveraineté. Donc nous parlerons en direct et on pèsera à aussi tout le fort, monde, tout seul, sans avoir Mme von der Leyen dans les bagages. Je rappelle que Mme von der Leyen est celle qui a négocié avec M. Trump au moment de la crise des droits de douane, qu'elle s'engageait derrière à acheter 700 milliards aux États-Unis. Donc honnêtement, avec des négociateurs comme ça, on n'a même pas besoin d'ennemis. Donc on s'en occupera tout seul, on recréera des liens, notamment avec des pays africains. L'inexpérience de Jordan Bardella, ça ne sera pas un sujet. Tous ceux qui sont arrivés à la présidence de la République n'avaient pas été président de la République avant. C'est pas ça. Et si l'âge et l'expérience étaient une garantie, alors M. Bayrou et M. Barnier auraient été d'excellents premiers ministres. Or, l'histoire a montré que ce n'était pas le cas. Alors, on ne leur a pas aidé la tâche non plus. On dit que tout à l'heure, vous apparaissiez un peu comme une forme de synthèse entre ce qu'on a pu voir comme différence entre Jordan Bardella et Marine Le Pen. Sur les retraites, tout le monde s'est mis d'accord au RN? Et on est tous d'accord, oui, bien sûr. Retraite A. La retraite, au bout de 42 annuités, avec l'âge légal de 62 ans, ça peut être plus si on n'a pas ces 42 annuités, avec une exception pour ceux qui ont commencé à travailler dans les métiers durs avant 18 ans, eux c'est 60 ans. Deuxième question, on a cru comprendre que le mot assistanat était revenu dans le discours de Marine Le Pen le 1er mai, alors qu'avant elle avait plutôt l'image de quelqu'un, Jordan Bardella libéral, et Marine Le Pen plutôt un discours populaire, plutôt de gauche, c'est un peu une aberration, ça n'a pas grand sens de dire ça, elle a dit d'ailleurs je ne suis pas de droite ou de gauche mais je suis de France. On en est. Est-ce que vous considérez, par exemple, que sur les arrêts maladie, que sur l'assurance chômage, il faut un peu serrer la vis de manière à qu'il n'y ait pas de gens. L'assistanat, c'était un terme qu'on n'entendait pas trop chez elle. Les aides sociales. Vous parliez du chômage, on pourrait parler de la santé, on pourrait parler du RSA, on peut parler de plein de choses. Elles sont utiles, elles font partie du modèle social que nous imaginons. Pourquoi? Quand un de nos compatriotes est sur le bord du chemin, parce qu'il a un problème de santé, un problème familial, un problème de boulot, on ne va pas le laisser, on ne va pas l'ignorer en disant c'est la loi du plus fort, c'est Darwin, tant pis pour lui. Ce n'est pas notre vision du monde. Il fait partie de la communauté française, on doit l'aider, on doit lui tendre la main. Mais il y a des abus. Il y a des gens qui se disent finalement, en restant chez moi, je gagne pratiquement autant qu'en allant bosser. En me faisant passer pour malade, je suis indemnisé, même si j'ai pas grand-chose et même si j'ai plus rien. Donc c'est l'abus de la générosité sociale. Il nous sommes pour une France sociale, mais attention, nous sommes contre les profiteurs du haut et du bas. Dernier mot rapide, s'il vous plaît. Baromètre Odoxa, le président du RN, Jordan Bardella, dans le dernier, reste à la première place, mais il perd 3 points à 35%. Et d'après Odoxa, ça serait lié à l'officialisation dans Paris Match de sa relation avec la duchesse de Palerme et de Calabre, Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles.
Il reste premier. Les deux personnalités politiques préférées des Français, c'est Marine Le Pen, Jordan Bardella. On a la chance d'avoir ce duo. Jordan vit une vie personnelle, c'est sa vie, c'est normal. On n'est pas obligé de la montrer. Et bon, vous savez, ça allait sortir, donc il vaut mieux dire les choses soi-même. Voilà, je ne pense pas, très honnêtement, que les Français se décident en fonction de la vie personnelle de l'un ou de l'autre. Je crois qu'il y a tellement d'urgence, sécurité, immigration, santé, pouvoir d'achat, qui feront le choix en fonction de ce qui est bon pour la France. Merci beaucoup, Laurent Jacobelli. Le JT Monde, tout de suite, et les informés.